Dans cette vidéo, nous allons voir comment enseigner à résoudre des problèmes au cycle 2 et surtout comment aider les élèves à construire une démarche autonome en résolution de problèmes. Nous savons qu'il est difficile pour certains élèves de résoudre des problèmes et que pour les aider, nous devons enseigner explicitement les stratégies de résolution et donc comprendre d'où peuvent venir les difficultés et comprendre par exemple la structure des problèmes étudiés. C'est Gérard Vergniaud qui a le premier établi une classification qui a beaucoup été utilisée en formation, notamment pour comprendre les différentes structures de problèmes, et même parfois utilisée avec les élèves qui devaient utiliser ces schémas très codifiés correspondant à chaque structure de problème. Certaines recherches disent maintenant que l'usage de tels schémas a pu améliorer globalement les performances des élèves, mais surtout des élèves moyens et performants au départ. Chez les élèves qui avaient déjà des difficultés avec les nombres, il y a même parfois une régression. Les élèves fragiles n'arrivent pas à choisir le bon schéma. En effet, il est important qu'ils se demandent aussi de quoi parle cet énoncé, et donc mettent en œuvre, au-delà du domaine numérique, des données langagières, du lexique et même des connaissances sur le monde. C'est ainsi que le dernier guide publié par le ministère nous dit que l'enseignement explicite de la résolution de problèmes s'appuiera sur des temps d'institutionnalisation guidés par le professeur qui permettront de hiérarchiser les procédures en prenant en compte leur efficacité et leur économie. L'objectif n'est cependant pas d'enseigner une typologie de problèmes. Pour comprendre l'importance du langage, nous allons suivre les travaux d'Emmanuel Sander. Il propose dans un exemple maintenant classique 2 énoncés. Il y a 5 oiseaux et 3 vers. Combien y a-t-il d'oiseaux de plus de vers? Il y a 5 oiseaux et 3 vers. Combien d'oiseaux n'auront pas de vers? Ces 2 énoncés ont la même structure mathématique, les mêmes nombres, le même domaine numérique. Mais le deuxième énoncé représente une moindre difficulté de résolution parce que les élèves peuvent se construire une représentation mentale du scénario. En CP, 96% des élèves résolvent correctement le deuxième problème, mais seulement 25% pour le premier. On a donc ici les mêmes connaissances mathématiques, mais pas les mêmes connaissances extra-mathématiques. Les élèves en situation de résolution de problèmes mathématiques doivent travailler pour Sander à la fois la cognition mathématique et la cognition langagière. Cette intrication, dit Sander, des aspects mathématiques et langagiers ne représente pas nécessairement un obstacle à la résolution. Un problème va évoquer des concepts qui relèvent de connaissances liées à la vie quotidienne de l'élève, sur lesquels il pourra s'appuyer pour construire une représentation mathématique du problème. Dans le même sens, la résolution de problèmes au cycle 2 va donc représenter un appui pour construire le sens des opérations. Quand on est enseignant et qu'on constate que les élèves, par contre, ont des stratégies de résolution inadaptées parce qu'ils n'interprètent pas bien le texte de l'énoncé, comment les aider? Là, Sander propose de comparer des problèmes. Il explique qu'on peut donc comparer des problèmes dont les scénarios sont proches et qui relèvent des mêmes opérations pour analyser les relations sémantiques de ces énoncés, les ruptures et les continuités dans la compréhension du texte et la compréhension arithmétique de la situation permet de repérer les notions mathématiques incarnées par ces énoncés. C'est ainsi qu'il parle du recodage sémantique conduit par l'enseignant qui consiste à faire avancer la compréhension d'un élève en allant à l'encontre de son intuition. Parfois, les éléments de la situation orientent vers une certaine conception mathématique, mais celle-ci n'est pas adaptée au problème. Donc le recodage sémantique va initier une autre façon de percevoir les problèmes, qui, elle, sera cohérente avec les objectifs mathématiques visés. Et le raisonnement par analogie permet de comparer des problèmes semblables. Une autre difficulté vient de la représentation de cette situation du problème, en lien avec ses cognitions langagières et mathématiques. Nous avons eu de nombreuses propositions, comme celle de rendre concret, de faire vivre les problèmes par des jeux de mime, en lien avec les théories sur l'enseignement de la compréhension, avec une progression vers l'abstrait en utilisant du matériel, et puis en permettant aux élèves de se faire leur propre représentation, de plus en plus abstraite jusqu'au langage mathématique, comme s'il y avait une sorte de continuum. Jean Julot a étudié de près ce problème depuis longtemps. Il nous dit que nous interprétons le contexte sémantique et nous lui associons spontanément une opération car nous avons les connaissances qui ont créé ces associations. Nous avons construit des associations entre un contexte et une opération numérique. Ces associations, Julot les nomme un petit peu de manière problématique schémas de problème. Ce ne sont pas des schémas au sens de Vergniaud. Et il propose, pour aider les enfants, un concept qui ressemble un petit peu à celui des analogies de Sander, qui parle de multi-représentation. Il s'agit de donner un même problème avec une structure mathématique semblable, éventuellement des données numériques semblables, mais des habillages ou des contextes différents,
pour que les élèves puissent en dégager la structure hors de l'habillage. L'élève a donc plusieurs problèmes à résoudre et il doit résoudre non pas un problème mais un assortiment de problèmes. Il ne s'agit donc pas de guider l'élève vers une procédure particulière le conduisant à la solution, ni de l'entraîner à utiliser des stratégies cognitives, mais de l'aider à se représenter le problème. Enfin, la représentation a un lien très fort avec la résolution de problèmes et la modélisation. Au cycle 2, on retrouve une grande variété des procédures de calcul, du dessin qui commence à être une façon de compter, la modélisation par un schéma, ici un schéma en barre, et puis la modélisation par un calcul, avec parfois un mélange entre toutes ces procédures. Il est important avec les élèves de petit à petit hiérarchiser ces procédures. Toutes ne se valent pas. Pour un type de problème donné, il est important de pouvoir petit à petit aller jusqu'au calcul et enrichir un répertoire de stratégies dont les enfants pourront piocher en cas de blocage. On peut aussi adopter une modélisation sans l'imposer aux élèves. C'est le cas des préconisations en ce moment en ce qui concerne le schéma en barre. Ce qui est important aussi, c'est de pouvoir institutionnaliser avec les enfants et puis avoir une situation de référence. Ce que nous disent les préconisations actuelles, c'est que la résolution de problèmes est au cœur de l'activité mathématique et donc mobilise un ensemble complexe de savoirs et de compétences. Il est nécessaire d'enseigner des stratégies efficaces de résolution de problèmes, notamment dans le domaine arithmétique, qui se fondent sur des schémas aidant les élèves à appréhender la situation, à penser et à construire la modélisation en vue de résoudre les problèmes posés. Ces stratégies aboutissent in fine à l'écriture symbolique mathématique des opérations en jeu. Pour terminer, il est donc important d'équilibrer l'enseignement. Pour cela, nous allons suivre Catherine Houdement, qui propose une classification en deux types de problèmes. Les problèmes qui ont une structure nouvelle pour les élèves ou des problèmes un peu complexes, qui vont nécessiter un traitement collectif avec une mise en commun, une institutionnalisation, éventuellement un recodage sémantique ou une modélisation mathématique portée par le groupe et par l'enseignant, et les distinguer des problèmes basiques qui, eux, seront plutôt le fait d'un travail individuel et régulier, qui vont mettre en jeu la multi-représentation, l'évolution des procédures, pour permettre aux enfants un entraînement, la répétition, la mémorisation des procédures et des types de problèmes, alors que les problèmes à structure nouvelle auront plutôt comme finalité la flexibilité, la construction, l'invention de procédures. Et dans l'enseignement, l'équilibre est à trouver entre ces deux moments-là, les moments de travail collectifs et étayés, et les moments de travail individuels, entraînant la mémorisation des types de problèmes. La conclusion pourrait être que l'enjeu est de permettre aux élèves de réussir seuls les problèmes arithmétiques relevant du CP en enrichissant la mémoire des problèmes de chacun. Le temps consacré à la résolution des problèmes basiques doit donc être conséquent et régulier.